Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir dans cette nouvelle vidéo un nouvel exercice. L'exercice est le suivant. Un élément est en état plan de contrainte et soumis aux contraintes sigma x, sigma y, taux xy, comme illustré à la figure. En vous servant du cercle de Moore, calculez les contraintes sigma 1, sigma 2. Donc, calculez les contraintes principales et leur direction 2θ1, 2θ1'. Calculez également les contraintes de cisaillement taux min, taux max et leur direction 2θ2 et 2θ2', ainsi que les contraintes normales sigma D et sigma E associées à ces contraintes de cisaillement maximales. Et finalement, on nous demande de calculer les contraintes sigma n, sigma t et taux nt correspondant bien sûr aux axes nt. On voit bien que l'axe t fait un angle de θ égale à 30 degrés avec l'axe x. Donc, on nous demande de calculer les contraintes associées à ces axes-là. Donc, vu que dans cet exercice, on nous a demandé de déterminer tous ces calculs-là en passant par le cercle de Moore, on va commencer par tracer le cercle de Moore associé à cet état de contrainte-là. Donc, on va commencer en solution par tracer le cercle de Moore qui correspond bien évidemment à cet état de contrainte dans le plan X et Y. Donc, on voit bien que on a un état de contrainte correspondant à sigma x, donc la contrainte normale suivant l'axe des x, qui est égale à 60 MPa, et la contrainte normale suivant l'axe des y, qui est égale à 30 MPa, et la contrainte de cisaillement taux xy, qui est égale à 30,5 MPa. Donc, on va commencer donc les étapes. Donc, on va voir que les trois grandes étapes à passer pour tracer le cercle de Moore. Donc, on va commencer par l'étape 1 pour tracer le cercle de Moore. Donc, on voit que sur un repère orthonormé dont l'axe des abscisses correspond bien évidemment à l'axe des contraintes normales sigma et l'axe des ordonnées qui correspond à l'axe des cisaillements taux qui est orienté vers le bas. Donc, on va donc tracer dans ce cercle-là deux points. Le point X de coordonnées sigma X. Donc, ici, on nous a donné sigma X est égal à 31 PA. Donc, X de coordonnées sigma X taux XY. Donc, on connaît les valeurs des états de contrainte sur notre élément. Et le deuxième point qui est le point Y qui est de coordonnées sigma Y et moins taux XY. Donc, si on essaye de placer ces points sur ce repère-là, ici, on a considéré, si on a pris pour échelle 2 cm est égal à 10 MPa. Vous pouvez bien sûr utiliser l'échelle que vous voulez. Donc, en utilisant donc une échelle, on peut placer ces points dans le repère dont l'axe des abscisses correspond à sigma, donc la contrainte normale, et l'axe des ordonnées qui correspond à la contrainte de cisaillement, qui est orientée vers le bas. Donc, on va expliquer pourquoi un peu plus devant. Donc, on a placé dans les points X et Y. Donc, la deuxième étape pour tracer le cercle de Moore consiste à tracer le segment de droite XY. Donc, en fait, on va relier les deux points. Donc, on va relier les deux points X et Y. Donc, on va tracer le segment de droite. On voit bien que le segment de droite coupe l'axe des abscisses, donc l'axe des segments, en un point qu'on appelle le point C. Et bien sûr, ce point constitue ce qu'on appelle le centre du cercle de Moore. Donc là, on a le centre du cercle de Moore. Donc, la troisième étape pour tracer le cercle de Moore à cette étape-ci. Donc, on peut tracer notre cercle de Moore vu qu'on connaît le centre. Donc, le cercle de Moore est de centre C et des rayons R qui est égal à Cx. Donc, on va juste pointer la pointe sèche du compas
sur le point C et on choisit soit le point X ou soit le point Y. Et bien sûr, on va tracer notre cercle de mort. Donc, voici ainsi tracé notre cercle de mort. Et une fois qu'on a tracé notre cercle de mort, on peut déterminer les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées du centre de gravité C, donc en calculant tout simplement la distance OC. Donc, on a la formule qui est facile à démontrer sur le schéma. Donc, OC qui va être égal à sigma X plus sigma Y sur 2. Donc, on nous a donné l'état de contrainte dans le repère X, Y. Donc, on peut calculer vu qu'on connaît ces deux valeurs-là. Donc, ce qui nous permet de déterminer OC qui est égal à 60 plus 30 sur 2, qui nous donne 45 MPa. Bien. Donc, là, on connaît la coordonnée du centre de gravité du cercle de mort, vu que on nous a donné toutes les valeurs des états de contrainte dans le plan X et Y. Donc, on peut bien sûr calculer le rayon du cercle de mort. Donc, ça, c'est des formules qui sont fournies, qui sont faciles à démontrer sur le cercle de mort. Donc, avec la formule cercle de mort du rayon du cercle de mort qui est égal à sigma x moins sigma y sur 2, le taux carré, plus taux xy, le taux carré, le taux dans la racine. Donc, en faisant une application numérique, on va trouver que le rayon du cercle de mort ici va correspondre à 34 MPa. Donc, une fois qu'on a tracé le cercle de mort, on peut maintenant déterminer en premier, on nous a demandé de déterminer les contraintes principales, sigma 1 et sigma 2, et, les, et leur direction. Donc, la direction de θ1 correspond à sigma 1, qui est le sigma max. En fait, les contraintes principales sont en réalité les contraintes normales max et min. Donc, sigma 1 qui est la contrainte principale, la contrainte normale maximale, et sigma 2 qui est la contrainte normale minimale, dont sa direction va correspondre à 2θ1'. Donc, quand on regarde dans le cercle de mort, on voit bien que la contrainte normale maximale va correspondre à sigma 1, vu que on a dit que l'axe des axes correspond à l'axe des sigma. On voit bien que dans tout le cercle de mort, la contrainte maximale qu'on peut avoir, c'est à la position 1. Donc, sigma 1 correspond donc à la contrainte normale maximale. Et bien sûr, la contrainte minimale va correspondre à sigma 2. On voit bien dans tout ce cercle-ci, la contrainte minimale dans le cercle de mort va correspondre à sigma 2. Bien sûr, on va aussi déterminer les directions. À quoi correspondent les directions 2θ1, 2θ1 qui est l'angle que fait l'axe X avec l'axe 1. Donc, on a vu que 1 correspondait à la contrainte normale maximale. Donc, on va prendre l'axe X qu'on a tracé au départ. Donc, l'angle 2θ1. Donc, dans le cercle de mort, on travaille toujours avec deux fois les angles. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours parler de 2θ1, 2θ2. À chaque fois qu'on veut inclure un nouvel axe dans le cercle de mort, on multiplie toujours l'angle fois 2. Donc, on a l'angle 2θ1 qui va être égal à l'angle qui fait CX et C1. Donc, on a bien cet angle ici, 2θ1. Et bien sûr, 2θ1' qui correspond à l'angle qui fait CX et C2. Donc, l'angle qui fait l'axe X et l'axe 2. 2 qui correspond en réalité à la contrainte normale minimale. Donc, c'est ça qui fait tout l'angle ici, qu'on a mis en interrompu, qui correspond à 2θ1'. Donc, on peut voir, établir une relation entre ces deux angles. On voit bien que l'angle 2θ1' va être égal à... Donc, si on prend 2θ1' qui est égal tout simplement à 2θ1 plus 180 degrés. Donc, si on prend 2θ1, on ajoute à ça 180 degrés, on trouve bien sûr 2θ1'. Donc,
C'est pour dire quoi cette relation? Ça veut dire que si je trouve soit l'un des deux angles, je peux en déduire le deuxième. Donc, on va calculer, bien sûr, sigma 1 et sigma 2. Donc, on va essayer de déterminer dans le cercle de Moore en utilisant la géométrie du cercle de Moore pour déterminer sigma 1, sigma 2, 2θ1 et 2θ1'. Donc, on a replacé notre cercle de Moore. Donc, si on exploite pour déterminer l'angle de θ1, donc on a bien sûr vu que si on détermine 2θ1, on peut en déduire avec la relation qu'on a vue précédemment. Donc, si on exploite le triangle CM, donc si je prends le triangle CMX, donc ce qui va correspondre au triangle CMX, n'est-ce pas? Si je prends ce triangle-là et je fais sinus de 2θ1, ce qui va être égal à mx sur cx. Donc j'ai mx sur cx. On voit bien que mx va correspondre à taux xy. Donc taux xy et mx qui correspond. Donc j'ai la distance mx qui est encore égale au rayon du cercle de Moore. Donc je peux donc tirer dans ça. Donc je peux donc tirer vu que j'ai la relation. Je peux donc tirer l'angle. Donc, si j'ai le sinus de l'angle, donc je peux en déduire l'angle de θ1. Et avec la relation qu'on a établie précédemment, donc j'avais 2θ1' qui était égal à 2θ1 plus 180 degrés. Donc, je peux aussi en déduire 2θ1'. Donc là, j'ai déterminé les directions des contraintes sigma 1 et sigma 2. Donc, pour déterminer sigma 1, donc on a sigma 1 ici. Donc, on peut voir que à quoi est égal à sigma 1? Donc, sigma 1 va être égal à OC. Donc, on a la distance OC plus R. Donc, j'ai sigma 1 qui va être égal à OC plus toute la distance ici correspond à R. Donc, j'ai donc calculé OC au départ. OC qui est la coordonnée du centre de gravité. Donc, ça me fait 45 plus 35, donc facile, donc 79 MPa. Et pour sigma 2 qui correspond à cette distance-ci, qui va être maintenant égal à OC moins R. Donc, je prends toute la distance OC moins R et je vais déterminer sigma 2. Donc, ça va me faire sigma 2 qui va être égal à OC moins R. Donc, ça me fait 45 moins 34 qui me donne 11 MPa. Donc, j'ai déterminé les contraintes normales. Et j'ai déterminé les contraintes principales, donc sigma 1 et sigma 2, et j'ai déterminé les directions qui étaient 2θ1 et 2θ2. On voit bien que lorsque nous calculons les contraintes principales, ces contraintes coïncident sur l'axe des abscisses. Donc on voit bien que à ces contraintes-là, la contrainte de cisaillement qui est associée à cette contrainte sont nulles, vu que nous sommes au niveau de l'axe des abscisses. Donc, lorsque on atteint les contraintes principales, qui sont les contraintes maximales et minimales, et aucune contrainte de cisaillement qui est associée à cela, vu que nous sommes sur l'axe des abscisses. Donc, sur l'axe des abscisses, toutes les contraintes de cisaillement correspondent à zéro. Donc, on va voir que tantôt, euh, que lorsqu'on va calculer les contraintes de cisaillement maximal, il y a bien sûr des contraintes normales qui sont associées. Donc, on va maintenant déterminons les contraintes de cisaillement tout min et tout max et leur direction 2θ2. Vous voyez ici maintenant on parle de 2θ2 et 2θ2', ainsi que les contraintes normales associées, donc sigma E et sigma D. Donc, les contraintes de cisaillement sigma min et sigma max correspondent aux contraintes maximales et minimales du cercle de Moore, donc de toute évidence. Donc, si on place dans notre cercle de Moore, on voit bien que dans tout le cercle de Moore, la contrainte du cisaillement maximal va correspondre. On n'oublie pas qu'on a orienté l'axe des contraintes de cisaillement vers le bas.
Donc, la plus grande contrainte de cisaillement qu'on peut avoir, ça sera la contrainte au point D. Donc, on aura la contrainte de cisaillement maximale qui correspond égal à taux au point D. Et la contrainte de cisaillement minimal qui correspond à taux au point E. Donc, ici, au point E, donc, on a la plus petite contrainte de cisaillement qu'on peut avoir dans le cercle de mort. Donc, lorsque nous sommes au point D et au point E, donc ça dit que c'est à ces points-là que la contrainte de cisaillement est maximale. On voit bien que la contrainte normale à ce point n'est pas nulle. Donc, on voit bien que la contrainte normale associée à ça, donc au point E, la contrainte normale n'est pas nulle. On voit bien l'existence d'une contrainte normale. On va appeler la contrainte normale associée à D va correspondre à sigma D et la contrainte normale associée au point E qui correspond à une contrainte de cisaillement minimale qui va être égale à sigma E. Donc, on a donc leur direction. Dans la direction, on part toujours des CX et on va tourner dans le sens trigonométrique ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on voit bien que de X à E qui correspond, on a dit que E c'était quoi? E c'était la contrainte de cisaillement minimale. Donc, c'est pour ça que ça correspond, je l'ai mis en interrompu, qui va correspondre à 2θ prime, 2θ2 prime. Et D qui correspond au maximum. Et on part toujours de X, donc de Cx. On va tourner 2θ2 qui va être Cx vers CD. Donc, c'est ça qu'on met ici, qui va tourner presque le tour au complet, qui va correspondre à 2θ2. Donc, une fois qu'on a présenté tout ça, on peut calculer tous les angles. Donc, on peut aussi, comme on a fait précédemment avec les contraintes principales, donc établir une relation entre les deux. Donc, on voit bien que si on regarde, on voit bien que 2θ2, qui est l'angle au complet, va être égal à 2θ prime, 2 prime, plus 180 degrés. Donc, comme précédemment, si je détermine l'une des deux valeurs, je peux en déduire le deuxième. Donc, on replace dans notre cercle de Moore et on va déterminer cette fois-ci les angles 2θ2 et 2θ prime. Et on va déterminer aussi également taux min, taux max et ainsi que les contraintes sigma E et sigma D. Donc, à quoi donc égal les angles? Donc, on regarde bien, si on voit bien que on peut exprimer 2θ prime 2 en fonction de 2θ1. On voit bien que 2θ prime 2 va être égal à 2θ1 plus 190 degrés. Donc, ça va me donner 2θ2 prime. Donc, on voit bien, voici l'angle 2θ2 prime qui va être égal à 2θ1 plus l'angle droit ici, donc 190 degrés. Donc, on a déterminé déjà 2θ1 et on fait juste l'application numérique, c'est qui va nous donner 153,77 degrés. Donc, on établit tout à l'heure la relation entre 2θ2 et 2θ2 prime. Donc, ça nous permet d'en déduire aussi la valeur de 2θ2 qui va nous donner 333,77 degrés. Donc, on voit bien, c'est tout l'angle ici qui est pratiquement le tour complet. Donc, on voit bien tout l'angle de θ2 qui va être égal à 333,77. Donc, sigma taux max qui correspond à la contrainte décidément au point D. Donc, on voit bien que ça va correspondre à la distance CD. Donc, taux max va correspondre, bon, on commence par taux min. Taux min qui correspond au point E ici. Donc, taux min qui va correspondre simplement à la distance CE. Donc, CE qui correspond à quoi en réalité? Au rayon. Donc, moins R. Donc, je vois donc taux min qui correspond à taux au point E, qui est encore égal à la distance CE, en réalité qui est égal à moins R. Donc, vu qu'on a calculé R tantôt,
Donc, ça me donne moins 53,92. Donc, je fais la même chose pour tout max qui va être égal à, correspond à tout au point D, qui est égal à CD, qui est égal à R. Donc, on indique la valeur numérique. Et si je détermine les contraintes associées, parce qu'on a vu que lorsque on atteint la contrainte de serrement maximal et minimum, on a l'existence d'une contrainte normale qui est associée à cela. Donc, au point E, on voit bien que la contrainte normale va correspondre à la distance OC tout simplement. Également, point D, on a la même contrainte normale. Donc, ce qui va correspondre à dire que sigma E égale à sigma D égale à la distance OC, donc, qui est égale à 45 MPa, qu'on a calculé tantôt. Donc, il ne nous reste plus qu'à calculer la dernière question qui était de déterminer les contraintes tau nt, sigma n et sigma t. Donc, si je replace mon schéma, donc nt correspond, donc on voit bien que les axes nt, t qui fait un angle de θ égale à 30 degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est positionner déjà ces axes dans le cercle de Moore avant de déterminer les différentes contraintes tau nt, sigma n et sigma t. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On positionne les axes nt dans le cercle de Moore en faisant 2 fois l'angle θ. En faisant roter de 2 fois l'angle θ, l'axe x pour positionner l'axe de t. Donc, on voit bien que entre x et t, on a un angle de θ. Mais dans le cercle de Moore, on travaille toujours avec 2 fois l'angle. C'est pour ça qu'on va multiplier fois 2. Donc, si je multiplie fois 2, ça va me donner 2θ qui est égal à 60 degrés. Donc, je m'en vais dans le cercle de Moore, je fais roter l'axe des x de 2θ. Donc, ça va me donner 2θ ici. Donc, ça me permet de placer l'axe des t. Et ici, t et n sont deux repères qui forment un angle droit, donc deux repères orthogonaux. Donc, les deux repères, donc, qui fait un angle de 90 degrés. Donc, dans le cercle de Moore, on multiplie fois 2, donc ça fait 180 degrés. C'est pour ça qu'on voit que T et N ici forment maintenant un angle plat, donc de 180 degrés. Donc, on a donc nos deux axes, donc l'axe T et l'axe de N. Et une fois qu'on les a placés dans le cercle de Moore, ça devient facile à déterminer. Donc, on peut maintenant déterminer les contraintes associées, donc tau nt, sigma n et sigma t. On voit bien que on a ici tau nt qu'on va déterminer. Et ici, on a sigma n. On a le point n ici. Donc, on a sigma n qu'on va déterminer. Et bien sûr, ici, on a sigma t. Donc, on va essayer d'exploiter la géométrie du cercle de Moore pour déterminer toutes ces valeurs-là. Donc, c'est assez simple. Donc, à quoi est égal, donc, si on commence par tau nt et on exploite le triangle CKT. Donc, si j'exploite le triangle CKT, je vois bien que la tangente de l'angle ici, donc, si je prends l'angle ici, la tangente de cet angle-ci, cet angle qui correspond à 2θ1, donc 2θ1 moins 2θ, c'est ça qui correspond à cet angle-ci. Donc, si je reprends mon pointeur, donc cet angle-ci qui correspond à 2θ1 moins 2θ, donc dans le triangle CKT, et si je fais la tangente de cet angle-là, ce qui va correspondre à KT sur CT. Donc, on voit bien que CT, c'est le rayon. Et KT, qui n'est rien d'autre que tau NT. Donc, ce qui me permet de tirer tau NT. Donc, si je tire tau NT qui va être égal à R tangente de 2θ1 moins 2θ. Donc, ce qui me permet de faire juste l'application numérique et de déterminer tau NT, donc qui va être égal à 2,2 MPa. Donc, maintenant, on va déterminer sigma t. Donc, à quoi est égal à sigma t? Voici sigma t ici. Sigma t qui va être égal à OC plus CK. Donc, sigma t qui est égal à OC
plus CK. Donc, je connais OC que j'ai déjà calculé. Donc, pour déterminer CK, en exploitant encore le triangle CKT, donc si je fais cosinus de l'angle ici, donc de l'angle 2θ 1 moins 2θ, donc le cosinus de cet angle-là qui va être égal à CK, côté adjacent, sur hypoténuse, sur CT qui est encore égal au rayon. Donc, ce qui me permet de tirer CK qui va être égal à R cosinus de 2θ 1 moins 2θ. Donc, je peux remplacer tout simplement CK par l'expression de CK dans sigma t, donc dans l'expression de sigma t, ce qui me permet d'avoir sigma t qui est égal à OC plus R cosinus 2θ 1 moins 2θ. Donc, en faisant l'application numérique, donc, je trouve aisément 78,93 MPa. Maintenant, pour déterminer sigma n qui va être tout simplement égal, donc j'ai sigma n qui est ici, sigma n qui va correspondre tout simplement à OC moins LC. Donc, je vois OC moins LC. Donc, LC encore, si on voit bien la distance, LC qui est encore égal à la distance CK. Donc, vu qu'on avait déjà exprimé à quoi est égal à CK, CK est égal à R cosinus de θ 1 moins de θ. Donc, on va remplacer LC par cette expression-là. Et bien sûr, on fait l'application numérique vu qu'on connaît la distance OC. Donc, en faisant l'application numérique, on va trouver sigma n qui est égal à 11,07 MPa. Donc, ce qui me permet de clôturer cet exercice. Donc, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un nouvel exercice. Merci.